Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour une nouvelle édition des actualités crypto de la semaine. Aujourd'hui, on va parler Bakkt, on va parler Coinbase et beaucoup d'autres choses et ça, c'est pour tout de suite. Alors on va démarrer par regarder ce qui s'est passé dans la semaine en termes du marché. On voit que on est vraiment dans le rouge un petit peu partout. Le Bitcoin vient de passer à l'instant sous la barre des 10 000 dollars. Donc là, j'utilise un site qui s'appelle Coin360. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ça ou vous préférez l'habituel CoinMarketCap. Les rares tokens qui sont dans le vert, ils sont dans le vert de 0,33% pour XRP et à peine de 1,92 pour le Litecoin. Donc vraiment, ce sont des toutes petites hausses. Si on regarde sur la semaine, on voit que sur la semaine, on est en baisse. Ce ne sont pas des grosses baisses sur la semaine, donc c'est la semaine ici à 7 jours. Mais le problème, c'est que ce sont des baisses qui viennent se rajouter à d'autres baisses, ce qui fait qu'on a des tokens, des altcoins en tout cas, qui sont vraiment très très bas. On a une dominance du Bitcoin ici à 68%, ce qui est vraiment énorme. On risque d'atteindre, si ça continue, les 70%, voire il y a certains analystes qui pensent qu'on va monter jusqu'à 90%. Et ça, ce serait effectivement catastrophique pour les altcoins. On va regarder tout à l'heure ce qui se passe un petit peu avec les altcoins. Si on regarde ici le graphe du Bitcoin, on voit qu'on est un petit peu depuis 2 jours en train de sortir de la tendance que j'avais dessinée. On va voir si dans le courant de la journée on remonte ici dans ce tuyau qui va quand même vers une amélioration, ou alors on descend beaucoup plus bas. On va regarder les facteurs qui font qu'on pourrait descendre encore plus bas. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on est en ce moment vraiment dans une période de baisse qui a démarré, on le voit ici, au mois de juillet. Alors, il y a ici cet article qui révèle qu'il y a un projet qui s'appelle Token Plus, qui est un projet chinois qui, en fin de compte, est une grosse arnaque de type schéma Ponzi, sur le même concept, en fin de compte, que BitConnect, que tout le monde, je pense, connaît ici sur la chaîne. Alors, les clients devaient recevoir entre 6 et 18% d'intérêt par mois en confiant donc à Token Plus leurs Bitcoin et leurs Ethereum, sauf que c'était une arnaque, qu'ils ont tout perdu car les tokens ont tout simplement été volés par Token Plus. Alors, on parle quand même de 200 000 Bitcoin et 800 000 Ethereum qui ont été volés, donc ce sont quand même des gros montants. Et depuis le début juillet, les fondateurs de Token Plus, qui sont d'ailleurs recherchés par la police, alors certains ont été arrêtés, mais pas tous, ils liquident tout simplement leur Bitcoin sur des exchanges de type comme Uobit, comme Bitrex, comme Binance. Et en plus, il semblerait que la collaboration entre les exchanges et la police ne soit pas complète, ce qui fait que les exchanges sont passés au début, en tout cas, à côté de grosses sommes qui ont été liquidées. Alors, on lit aussi dans l'article un petit peu plus bas que, en fin de compte, la société d'analyse qui s'appelle Token Analyst dit que la baisse actuelle depuis juillet du Bitcoin serait pas due à ce schéma Ponzi de Token Plus. En tout cas, si c'est pas dû à Token Plus, ce qui est sûr, c'est que ça y contribue parce que quand on liquide des montants comme ça énormes de Bitcoin et d'Ethereum sur les marchés, ça peut faire que faire baisser les marchés. Alors, il y a d'autres théories qui pensent que, en fin de compte, cette baisse, et c'est une baisse qui a démarré en janvier 2018, est due tout simplement au Bitcoin futur de CMI, du CMI Group, qui sont donc ces bitcoins qui ne sont pas basés sur des bitcoins physiques, mais qui sont traités en US dollars. Et en fin de compte, la théorie est que depuis, alors si on repart ici sur un graphe, on va le mettre à la semaine, voilà,
Donc là, on arrive en début 2018. En fin de compte, le CME Group a lancé ses bitcoins futurs ici au moment où ça a commencé à descendre. Et il semblerait que les contrats, ou les baisses en tout cas, suivent les contrats futurs. Alors, si c'est le cas, c'est un petit peu inquiétant parce que donc, on vient de remplir un gap à 10 890 $, mais ils disent ici dans l'article qu'il y a encore un contrat à remplir qui est à 8 400 $. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait descendre encore à 8 400 $, ce qui serait vraiment pas bon du tout. Alors, est-ce qu'on va vraiment descendre jusque-là? Est-ce que les marchés sont vraiment aussi faciles à manipuler? Bon, en tout cas, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. En tout cas, la tendance haussière qui a démarré en décembre 2018 à 3120 $ continue. Chaque mois, on a toujours eu des planchers beaucoup plus hauts, donc de mois en mois, pour arriver en juillet où on était à 9187 $. Et pour l'instant, le plancher d'août est à 9676 $, soit 5% de mieux. Donc on est toujours vers cette tendance haussière. Ce qu'il faut vraiment regarder, ce n'est pas le prix du Bitcoin au jour le jour, mais plutôt prendre du recul et regarder chaque semaine, regarder chaque mois où va le Bitcoin, quel est le plancher, quel est en tout cas le prix le plus bas, quel est le prix le plus haut par mois. Et on va voir que pour l'instant, ça reste très positif. Le problème n'est pas au niveau du Bitcoin, mais plutôt au niveau des altcoins qui, eux, se portent très très mal de manière générale. La plupart des altcoins sont vraiment en dessous de leur plus haut, mais très 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 loin. Si on prend par exemple on va prendre quelques tokens. Par exemple, si on prend EOS aujourd'hui est à 3,55. La dernière fois où il était aux alentours de 3,50, c'était en 21 février 2019. Si on prend ensuite par exemple Cardano, ici en 10e position, qui est à 4,7 cents, pour retrouver un 4,7 cents, il faut revenir au 11 mars 2019. Alors ça, c'est pour les tokens qui n'ont pas énormément baissé. Par contre, il y a d'autres tokens qui sont même pas revenus au niveau d'avant le bull run de 2017. Si on prend par exemple la crypto numéro 3 qui est XRP, elle est à 26 cents. 26 cents, c'est le niveau qu'on avait le 12 décembre 2017. Si on prend maintenant par exemple Stellar, ici en 12e position, on est à 6,7 cents. C'est le niveau qu'il y avait le 30 novembre 2017. Il y a même des tokens qui font encore moins bien. Si on prend ici, par exemple, NEM qui est à 5,3 cents, pour avoir un NEM à 5,3, 5,4 cents, il faut retourner à avril-mai 2017. Mais il y a des tokens qui se portent encore moins bien. C'est le cas, par exemple, de Icon qui aujourd'hui est à 18 cents. 18 cents, c'est tout simplement un niveau qui n'a jamais été enregistré par le token. C'est tout simplement le niveau le plus bas. Et pourtant, c'est un token qui était à plus de 10 $ lors du bull run. Donc, les altcoins se portent mal. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est notamment que tous les grands exchanges aujourd'hui qui sont enregistrés aux États-Unis délistent beaucoup de tokens ou ferment tout simplement l'accès aux Américains. On a Binance.com qui est, je dirais, l'exchange où la plupart de ces altcoins sont échangés, sont achetés et vendus. Et maintenant, les Américains n'ont plus accès à Binance.com. Il y a un nouveau Binance qui arrive, Binance.us, mais il n'y aura pas toutes ces paires, tous ces tokens enregistrés. Pareil, Bittrex, ils ont un accès pour les Américains, puis un accès pour les clients internationaux. Coinbase ne liste pas dans chaque État, même américain, les mêmes tokens qu'il y a à l'extérieur. Bref, donc ça devient de plus en plus difficile pour, en tout cas les Américains qui représentent quand même une grosse partie du marché, d'acheter ces altcoins. Alors, on en arrive maintenant à la grande nouvelle de la semaine. On va parler de Bakkt. Alors, enfin, le département des finances de New York a donné son feu vert à Bakkt,
Backtrust Company exactement, pour le stockage des bitcoins dans le cadre des contrats futurs physiques. C'était le dernier point où Bakkt n'était pas conforme par rapport aux requirements, aux demandes de la CFTC. Donc maintenant que c'est réglé, on apprend dans ce post que Bakkt va lancer donc ses contrats futurs physiques le 23 septembre. C'est tout juste dans un mois et ça fait des mois et des mois qu'on attend cette date. Donc il y aura deux types de contrats, des contrats journaliers et des contrats surtout mensuels qu'on attend. Alors la différence avec les contrats du CME Group qui plombent le marché depuis janvier 2018, c'est le fait que là ce seront des vrais bitcoins qui devront être associés à chaque contrat. Donc si vous avez un contrat pour 10 bitcoins mensuels, il faudra avoir les 10 bitcoins, alors qu'actuellement il suffit d'avoir des dollars américains pour pouvoir faire les contrats futurs Bitcoin du CME Group qui ne sont donc pas basés sur des Bitcoins physiques. Donc ça c'est une super nouvelle. Pourtant le prix du Bitcoin en ce moment ne reflète pas cette nouvelle. Il y a quelques années on aurait une nouvelle comme ça, le Bitcoin aurait en quelques heures fait x2. Aujourd'hui on en est très très loin puisque le Bitcoin stagne, voire est en régression depuis l'annonce en tout cas de Bakkt. Donc on va voir comment ça va se passer dans les semaines à venir jusqu'au 23 septembre. On continue les nouvelles avec Coinbase. Coinbase continue de renforcer sa position parmi les top leaders en termes d'exchange crypto en rachetant la société Xapo. Alors Xapo c'est un crypto wallet mais surtout c'était un des leaders en custody, donc en stockage hautement sécurisé de Bitcoin et d'autres cryptos. Donc avec ce rachat, maintenant on apprend dans l'article que Coinbase stocke maintenant près de 8 milliards de dollars en crypto. Et pour racheter Xapo, ils ont payé 55 millions de dollars. A noter quand même que Fidelity était sur la liste aussi des repreneurs. Fidelity qui a aussi lancé sa solution de custody pour de leur côté eux backer leurs ETF. Alors Xapo était connu pour leur solution qui était un petit peu spécifique, c'est-à-dire qu'ils avaient pour stocker les clés privées des bitcoins et autres cryptos, ils utilisent un bunker militaire qui a été décommissionné et qui est dans les Alpes suisses. Et dans ce bunker, ils stockaient jusqu'à 514 000 bitcoins, soit environ 5,3 milliards de dollars. Donc avec ce rachat, Coinbase devient tout simplement la première société au monde, ou la plus grosse société au monde, en termes de stockage d'assets digitaux. Alors après le Libra de Facebook, c'est maintenant au tour de Binance d'annoncer le lancement de sa crypto indexée sur un panier de monnaie fiduciaire, donc un stablecoin, mais comme le Libra indexé donc sur du dollar, sur de l'euro, du yen, etc. Alors cette monnaie digitale va s'appeler Venus et dans le blog, voilà, dans l'annonce ici, on a Binance qui en même temps fait un appel de coopération au gouvernement, aux entreprises, aux organisations pour coopérer dans une alliance ouverte et une communauté durable. Bon, on va voir si leur appel est écouté, en tout cas par les gouvernements. Ce serait intéressant de voir la réponse du gouvernement américain. En tout cas, cette initiative vient à se rajouter aux deux stablecoins qui ont été lancés en avril dernier par Binance. On va passer maintenant du côté de Rakuten. Donc Rakuten, pour rappel, c'est le géant du e-commerce japonais. Enfin, ils viennent de lancer leur crypto exchange. Alors, pour l'instant, sur leur crypto exchange, il y a 3 cryptos qui sont tradés. Donc, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum et le Bitcoin Cash. Il aura fallu quand même attendre un an pour avoir, entre l'annonce et le lancement effectif de l'exchange. Et pour l'instant, donc c'est un exchange qui est accessible uniquement sur Android, mais il sera prochainement, on le voit, bientôt... il serait déjà maintenant sur iOS. Alors, il vient d'être lancé sur iOS parce qu'au moment où j'ai fait la préparation de l'article,
C'était pas encore sous AOS. Donc ça y est. Donc maintenant c'est disponible sous les deux plateformes mobiles. Alors ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce que Rakuten, qui est donc un géant du e-commerce japonais, va permettre aux acheteurs d'acheter donc les biens, hein, donc je dirais d'acheter des produits sur la plateforme en crypto. Et après, ce qui serait intéressant de voir, c'est quelle va être la riposte d'eBay, quelle va être la riposte d'Amazon. Est-ce qu'ils vont laisser Rakuten seul sur ce marché des cryptos, ou alors eux, petit à petit aussi, vont y arriver. Il faut voir que les Japonais sont très en avance dans le domaine de la blockchain, dans le domaine des paiements en crypto. Et donc on va voir ce que va faire prochainement les Américains. Cette semaine, on va encore parler de Ripple. Alors, vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous avais parlé de MoneyGram, hein, donc où Ripple avait investi 30 millions de dollars pour s'associer à MoneyGram pour que MoneyGram utilise le token XRP dans les transactions transfrontalières. Ben, ça continue. Donc, il y a cette fois-ci Ripple qui investit dans la société Coil, donc qui est une société de médias, donc qui permet de rétribuer les créateurs de contenu en token, en XRP ou alors en dollars US, hein, ça c'est à votre choix. Et là, ils ont carrément injecté pour le deal 1 milliard de XRP, soit au cours actuel environ 265 millions de dollars, ce qui est vraiment énorme. En tout cas, on voit que Ripple fait vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que le XRP soit adopté. J'espère pour eux que ça va fonctionner. En tout cas, pour l'instant, ça ne se reflète pas du tout dans le prix du Bitcoin puisqu'il est au plus bas depuis fin 2017. En tout cas, une petite vidéo pour que vous ne perdez pas espoir. Alors, je ne vais pas la lire pour les droits d'auteur, mais je vais laisser le lien ici dans la description. C'est une vidéo qui présente la façon dont tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir envoyer un email en 1984. Donc déjà connecter le modem, se connecter à l'application, etc. Il fallait vraiment être un super geek pour pouvoir envoyer un email en 1984. Et ça me fait penser donc qu'il aura fallu donc attendre 15 ans pour que ça devienne facile d'envoyer un email. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les cryptos. Faire un transfert en crypto, c'est vraiment assez compliqué. C'est pas donné à tous. Il faut vraiment être un petit peu geek pour pouvoir faire ça. Et donc ça montre qu'on est vraiment encore au balbutiement de la blockchain, au balbutiement des paiements en crypto et qu'il faut garder espoir. Voilà, moi je vous dis à bientôt. En fin de compte, la prochaine vidéo sur l'actualité, elle sera dans 3 semaines parce que là, pendant les 3 prochaines semaines, je vais partir pas mal en vadrouille, je vais revenir chez moi, je vais repartir. Donc j'ai préenregistré des vidéos que je vais vous passer pendant les semaines où je ne pourrai pas faire les vidéos sur les news. Donc si vous avez aimé en tout cas la vidéo de cette semaine, mettez un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous aussi à la chaîne Twitter, comme ça vous avez plein de news dont on ne va pas parler dans ces vidéos récapitulatives. Et donc à très bientôt, ciao ciao.